Bienvenue sur Action, le podcast pour t'encourager à passer à l'action. Je suis Virginie, coach en leadership et conférencière. Je te partagerai des clés sur le leadership au travers d'interviews dans mes podcasts. Hello awesome people! Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Tiffaine Picot. Qui est Tiffaine Picot? Elle est ingénieure pédagogique digitale. Elle accompagne des coachs et experts indépendants à développer des formations digitales. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Tiffaine? Ouais, bonjour à tous. Déjà, merci pour cette invitation. Pour vous en dire un peu plus, donc, comme l'a très bien dit Virginie, je suis ingénieure pédagogique digitale, c'est-à-dire que je travaille principalement avec les coachs et les professionnels du bien-être notamment, pour les aider à développer leur formation digitale. Je vais pas forcément les aider sur tout ce qui est la vente, parce que moi, je suis vraiment axée sur la conception. Pour moi, il n'y a pas besoin d'avoir de la vente. Enfin, la vente n'est pas principale tant que l'on n'a pas un bon produit à vendre. Et donc, moi, je les aide à avoir un produit bien construit, en utilisant les bons outils, avec les bons supports, pour pouvoir justement avoir une formation vraiment efficace et surtout une formation qui leur ressemble complètement et qui leur permettra de refléter qui ils sont et tout ce qu'ils ont à transmettre. Ok, mais qui m'a aussi particulièrement attirée chez Tiffaine, hormis ses services, parce que je pense que forcément on travaillera ensemble, c'est aussi le fait que tu sois une digital nomade. Complètement. Et si je me trompe pas, tu étais en Thaïlande. Là, bon, là, t'es revenu en France pour les vacances, mais tu étais en Thaïlande. C'est ça, c'est ça. Alors, je me définis pas forcément comme digital nomade à 200% parce que pour moi, ceux qui sont vraiment digital nomades, ça va être ceux qui changent très régulièrement de pays. Moi, je suis plutôt expatriée à mi-temps, on va dire, parce que je suis vraiment entre la France et la Thaïlande. Quelques mois en Thaïlande, quelques mois en France. Là, par exemple, cette année, j'étais partie en Thaïlande donc de juillet à juin. Je suis revenue, comme tu l'as dit, pour les vacances et je repars là fin août. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, en fait, t'es plus une expatriée. Oui, ouais, c'est ça, parce que je vais pas vraiment changer de pays. Je reste en Thaïlande. D'accord. Alors, dis-moi, comment t'as atterri en Thaïlande? Et j'ai fait une rencontre. J'ai fait une rencontre qui est mon chéri. Donc on s'est rencontrés il y a 3 ans maintenant, juste après le premier confinement en fait. Et lui, ça faisait déjà 4 ans qu'il habitait en Thaïlande. Il était instructeur de plongée à Koh Tao pour ceux qui connaissent. C'est un des repères de plongée au monde. Donc, il a vécu là-bas pendant 4 ans et quand on s'est rencontrés, il avait pour projet d'y retourner. On est quand même resté vivre 1 an en France. Je l'ai pas suivi tout de suite aveuglément à l'autre bout du monde. On est resté vivre 1 an et demi tous les deux en France. Et après, il avait vraiment envie d'y retourner. Moi, je venais d'avoir mon diplôme d'ingénieur depuis un peu plus d'1 an, mais j'avais pas vraiment envie de rester dans ce que je faisais. Donc, bon, c'était l'occasion un peu de m'éloigner de tout ça, de tester aussi, de voir si la vie là-bas ça pourrait me plaire. Et donc on est parti ensemble et ça m'a beaucoup plu. Et j'y suis repartie encore après. Ok, ok, ok. Mais du coup, euh, est-ce que tu faisais le métier d'ingénieur pédagogique avant? Alors pas vraiment, dans le sens où ma formation initiale c'est une formation d'ingénieur dans tout ce qui est sécurité de l'industrie. Donc c'est vrai que comme ça, au premier abord, on voit pas trop le rapport avec l'ingénierie pédagogique. Mais ce qui se passe, c'est que quand j'ai travaillé donc en tant qu'ingénieur HSE, donc pour hygiène, sécurité, environnement, tout ce qui m'a vraiment plu dans ce métier, c'était la partie sensibilisation des personnes, aller les former sur le terrain, les accompagner à mettre en place de nouvelles manières de travailler, etc., pour s'assurer qu'ils soient en sécurité. Et c'est vraiment toute cette partie pédagogique qui m'a attirée. Et donc, j'ai commencé à vouloir aller un peu plus dans le domaine de la formation et j'ai découvert le métier d'ingénieur pédagogique. Je me suis dit, c'est parfait, je vais pouvoir allier le côté ingénierie avec la recherche de solutions face à une situation donnée et le côté pédagogie, comme c'est dans le nom. Et donc, j'ai voulu suivre une formation d'ingénieur pédagogique. Je me suis formée en ingénierie pédagogique, j'ai terminé il y a un peu plus d'1 an. Et dans la foulée, je me suis lancée en indépendante. Ok, waouh. Donc en fait, tu vas d'aventure en aventure, si je comprends bien là. C'est un peu ça. Disons que quand il y a quelque chose qui me plaît pas, j'arrive pas forcément à rester dedans. Et en plus, l'âme entrepreneuriale, on l'a un petit peu dans la famille. Mon père est entrepreneur, ma sœur a fait un diplôme un master entrepreneuriat. Donc c'est un peu dans la famille de vouloir de vouloir être à son compte. Et du coup voilà, j'y suis allée. Et même mon copain,
pour le coup, mon chéri a aussi sa propre entreprise puisque maintenant il a une salle d'escalade en Thaïlande, d'où le fait qu'on y aille, régulièrement. Waouh! Mais du coup, tu nous as un peu spoilé, mais c'est très très bien. J'allais te demander pourquoi tu as choisi ce métier. Du coup, c'est ton rapport à l'humain qui t'a amené à choisir ce métier d'ingénieur pédagogique? Ouais, il y a le rapport à l'humain. Alors pour moi, bon, ça va vraiment être très personnel comme vision et c'est pas forcément la vision que tout le monde a, mais pour moi, la formation, c'est vraiment la clé pour faire évoluer notre société. Dans le sens où j'ai l'impression que de nombreux problèmes qu'on a aujourd'hui dans notre société sont liés à un manque de connaissances, à un manque, de formation, que ce soit de la connaissance technique comme juste de la connaissance de l'autre et je suis persuadée que former et sensibiliser les gens, c'est ce qui peut vraiment aider à améliorer un grand nombre, de problèmes qu'on rencontre aujourd'hui dans tous les domaines et j'aime partager, depuis toujours. Quand j'étais enfant, j'étais la première à toujours vouloir jouer à la maîtresse. Tout le monde y est passé, ma sœur, les cousins, les voisins. J'ai fait la maîtresse avec, tout le monde. Je donnais des cours à tout le monde. Donc j'avais déjà ça. Quand je faisais mes études d'ingénieur, j'arrêtais pas de dire que le jour où j'aurais pu être ingénieur, de toute façon, je serais professeur. Donc il y avait déjà cette envie de la pédagogie, du partage de connaissances. C'est vraiment quelque chose qui m'anime depuis très, très longtemps et en plus de ça, bon, je suis un peu une geek, je dois le dire. J'ai toujours adoré les jeux vidéo et donc là, le fait de pouvoir allier ce côté partage de connaissances avec le côté digital, pour moi, c'était parfait. Ok. Alors, parlons un peu plus de ton entreprise, du coup, maintenant. Ouais. Euh, Quand on a discuté, toi et moi, il y a quelques mois déjà, waouh, ça fait longtemps, tu me disais que tes clients venaient de différents pays. C'est exact? C'est toujours le cas? Ouais, c'est toujours le cas. J'ai donc, mes clients français. Donc, mes clients sont principalement français, mais j'ai un autre client, qui est américain. Donc ça fait déjà un peu plus d'1 an qu'on travaille ensemble et c'est génial parce que j'adore travailler avec eux. Parce que ça reste des formations francophones dans le sens où c'est une entreprise américaine, mais qui crée des formations francophones. Donc aujourd'hui, je ne crée pas de formation en anglais ou dans d'autres langues, même si je me débrouille, je me sens pas encore, en capacité de le faire. Donc je suis toujours sur des formations francophones. Mais oui, je travaille en effet avec un client américain, en plus de mes clients français. D'accord. Et du coup, j'aimerais comprendre qu'est-ce qui est particulier dans le fait de travailler avec, tu sais, des clients finalement qui sont pas sous le même, comment dire, Fuseau fuseau horaire? horaire. Ouais, et Mmh. voilà, son même fuseau horaire que toi, tu vois. Parce que là, tu disais que t'es pas une digital nomade, mais plutôt une expatriée. Donc, Mmh. explique-nous un peu ce qui est particulier pour Mmh. toi. Honnêtement, moi j'adore. J'adore le fait d'être sur un fuseau horaire différent parce que ça me permet d'organiser mes journées, d'une manière vraiment, assez, enfin d'avoir une organisation vraiment différente entre le matin et l'après-midi. Parce que donc en étant en Thaïlande, j'ai 5 à 6 heures de plus que la France, en fonction de si on est en heure d'été ou en heure d'hiver en France. Et ce qui fait que le matin, mes clients, eh ben, ils dorment. Donc forcément, je vais pas, avoir des appels avec eux ou autre. Et donc le matin, c'est vraiment un moment où je peux être vraiment hyper focus. Et vu que je suis quelqu'un qui est du matin, il y en a pas beaucoup, mais moi j'adore travailler très tôt le matin, et ben c'est parfait. Ça me permet vraiment d'avoir mon moment de deep focus, le matin où je travaille vraiment, à fond sur différents sujets, que ce soit les projets de mes clients ou pour mon entreprise. Et à côté de ça, l'après-midi, où mes clients sont réveillés, et ben là, ça me permet de travailler, avec eux, de programmer les appels et cetera. Et du coup, moi j'adore. J'adore. Euh, c'est vrai que moi aussi, hein, une fois, j'avais travaillé pour quelqu'un qui est vrai au Cambodge. Et le décalage horaire, j'avoue, nous sert pas mal aussi, en fait. C'est vrai que il y a des côtés un peu inconvénients, mais il y a aussi beaucoup d'avantages dans le fait que on peut prendre de l'avance sur le projet parce que, bah, tout simplement, on n'est pas sous le même fuseau horaire. Et c'est vrai que j'avais noté ce côté-là et c'était vraiment appréciable. C'est ça. Et au final, mes clients, ils sont plutôt contents parce que du coup, parfois, je vais travailler à fond pour ce qui, pour moi, est le matin, sur leur projet. Je leur envoie donc pour moi en début d'après-midi, sauf que ça fait que pour eux, ils commencent la journée avec le projet, déjà dans leur boîte mail. Donc ils sont très contents au final. Exact, exact. Alors, dis-nous un peu, est-ce que tu arrives à connecter l'univers de ton travail avec celui de ta vie
quotidienne en Thaïlande? Parce que ça doit être particulier parce que finalement, tu travailles avec des Français, avec un Américain et en fait, quand tu sors, ça parle thaï, quoi. Alors après, je suis sur une île qui est assez touristique. Donc au final, j'entends presque plus parler anglais que thaï quand je suis dehors. Mais ouais, j'entends pas mal de langues différentes en effet quand je suis là-bas. Et au final, oui, j'ai pas trop de mal à connecter tout ça parce qu'il y a aussi l'avantage d'être à mon compte qui fait que j'organise un peu ma journée comme je veux. Donc j'ai pas de grande différence quand je suis en France ou en Thaïlande au niveau de l'organisation de ma journée. Je sais que je peux toujours suivre la même organisation et que si j'ai envie d'aller faire ma séance de sport à 10h ou 11h, eh ben, je peux y aller, que je sois ici ou là-bas. C'est juste que j'organise mon planning comme, enfin, pour qu'il coïncide avec ma vie plus personnelle. D'accord. Et du coup, quels sont tes défis aujourd'hui? Alors aujourd'hui, les défis, il y a les défis pro où forcément j'ai envie de continuer à développer mon activité, j'ai envie d'accompagner un maximum de personnes. Moi, mon objectif, c'est que tous les coachs et les professionnels du bien-être, ils aient des formations de qualité à proposer en ligne pour qu'on arrête de voir tout le temps les mêmes formations sur le marché qui nuisent beaucoup trop à l'image de ce domaine d'activité. Donc bien sûr, il y a ces défis-là. Au niveau personnel, les défis, ça va plus être de trouver un peu des réponses à des questions, notamment euh, est-ce que je reste longtemps en Thaïlande? Est-ce que je m'implante plutôt en France? Où est-ce que je vais au final? C'est un peu la grande question du moment. Et voilà, c'est une question enfin, fondamentale, j'ai envie de dire, Mm. pour toutes les personnes qui s'expatrient finalement. C'est combien de temps? C'est ça. C'est ça. Après, que ce soit mon chéri comme moi, on n'a pas aujourd'hui de grandes contraintes dans le sens où on est assez libre. Déjà, il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de prêts à rembourser ou ce genre de choses. Donc forcément, on a une liberté en plus à ce niveau-là. Ok, c'est vrai que c'est plus simple de ce Mm. côté-là, c'est sûr, c'est sûr. Alors, dis-nous, qu'est-ce que tu apprécies le plus dans ta vie de digital nomade, ou je devrais plutôt dire d'expatrié? Bah, sans grande surprise, le cadre de vie, forcément. Sans grande surprise. Je suis sur une île qui est incroyable. C'est pas une grande île, hein. Koh Tao, pour ceux qui connaissent, c'est une vingtaine de kilomètres carrés. Mais n'importe où je suis, je vois la mer. J'ai grandi près de la mer. Moi, je suis bretonne à la base, donc forcément, il y a la mer partout autour. Et ouais, j'ai l'habitude d'avoir la mer près de moi. Et donc là, d'être sur une île où je la vois partout, où je peux travailler face à la mer, c'est génial. C'est un confort incroyable, c'est certain. En plus de ça, on va pas se mentir, le coût de la vie aussi en Thaïlande est beaucoup moins élevé. Ça joue aussi beaucoup. Donc voilà, et le fait que je rencontre des personnes. Si j'ai décidé de m'adresser aux coachs professionnels du bien-être, c'est pas pour rien aussi. La Thaïlande a beaucoup joué parce que le bien-être, c'est quelque chose qui est très présent dans la culture thaïlandaise. Donc forcément, ça a beaucoup joué aussi dans le fait de vouloir m'adresser à ces personnes-là. Et si je devais dire des choses que j'apprécie moins, bah forcément, il y a toujours la distance avec les proches. Ce qui fait qu'on rentre en France aujourd'hui de temps en temps, c'est ça, c'est pour voir les proches, pour voir la famille. Je suis très proche de ma maman, donc forcément, j'ai besoin de la voir régulièrement. Même quand je suis là-bas, j'essaye de l'appeler au moins une fois par semaine parce que je sais que ça lui fait du bien, mais ça me fait aussi du bien. Mais voilà, c'est les moins. Si je pouvais amener ma maman avec moi en Thaïlande, je serais super contente, hein. J'ai proposé ça à mes parents, ils étaient contents. Ah bah moi aussi, elle aimerait beaucoup. Ok, oui, c'est souvent ce qui ressort quand on pose ce genre de questions aux personnes qui s'expatrient, c'est en fait finalement ce qui manque le plus, c'est la famille, les amis. Mm. Euh, Parce que bah quand on fait un choix, le choix de s'expatrier, on tombe un peu amoureuse d'un pays finalement. Ouais. Bah moi, je suis Bah, tombée amoureuse d'une personne avant d'un pays. oui, dans ton cas, oui. Et après, on fait aussi de très belles rencontres là-bas, ça c'est certain. Où qu'on soit, on va faire de très très belles rencontres. Mais ça ne compensera jamais une famille. Non, non, c'est clair. Ok, et bah, je te poserai une dernière question. Mm. Euh, alors, en fait, du coup, est-ce que tu arrives à connecter avec les Thaïlandais ou du moins les expatriés? Parce que j'imagine que tu es sur une île qui s'appelle Koh Tao. Tu me dis que on entend souvent parler une autre langue que le thaï, donc j'imagine tu te connectes plus du coup aux expatriés comme toi finalement ou
tu arrives finalement à te connecter aux autochtones aussi? Principalement avec les expatriés parce que forcément là, souvent je vais travailler dans les cafés ou ce genre de choses et donc on se retrouve, beaucoup avec d'autres expatriés qui sont dans la même situation, qui sont aussi des digital nomades. Donc forcément, on a des choses à partager. Après avec les Thaïlandais, je connecte avec certains, notamment ceux que connaissait mon chéri déjà sur l'île et avec qui il travaille, dans la salle d'escalade. Mais c'est principalement des expatriés autrement. Mmh. OK. Alors, quel serait ton mot d'encouragement pour, tu sais, pour ces entrepreneurs qui se disent: «Oui, je m'expatrie pas, j'ai un projet là-bas, j'ai envie de le développer, mais je sais pas trop». Voilà, quel serait ton conseil? Ah bah, s'il y a un projet qui est déjà présent, faut y aller. Honnêtement, si le projet est déjà présent, faut y aller. Après, comme je disais, je connais pas, les contraintes que les personnes peuvent avoir puisqu'aujourd'hui, j'ai très peu de contraintes, au niveau attache. Mais si, s'il y a un projet, s'il y a l'envie, si derrière, il y a une famille qui peut suivre aussi, il faut y aller. Honnêtement, il y a plus à gagner qu'à perdre en y allant. Voilà, faut vraiment pas hésiter. Vraiment pas hésiter et au pire du pire, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, vous rentrez en France et voilà. Mais au moins vous aurez essayé. Merci Tiffaine pour, ton partage, ton expérience qui est précieuse et puis à très vite, je l'espère. Ben, merci à toi, merci pour cette invitation et à très vite. Si le podcast t'a plu, abonne-toi à la chaîne, partage et commente. À très vite au prochain épisode.